Chapitre 41. Le derviche boukharien Hadji Asvat trouve. Ma première rencontre avec cet être terrestre tricérébral contemporain, chez lequel je vis ces expériences, sera sans doute pour toi fort intéressante, et non moins instructive, car c'est grâce à lui, selon toute probabilité, que la connaissance de la loi cosmique sacrée fondamentale d'Heptaparaparshinok sera restaurée et deviendra accessible à tous les êtres ordinaires ayant soif de connaissance, même aux contemporains. Aussi te raconterai-je cette rencontre dans tous ses détails. Je le rencontrai 3 ans avant mon départ définitif de ce système solaire. Un jour, voyageant sur le continent d'Asie, dans une contrée nommée Bukhara, je fis par hasard la connaissance d'un être tricérébral avec lequel je me liai d'amitié. Cet être appartenait à la communauté qui peuplait cette région de la surface de ta planète. Il était membre d'une confrérie de derviches et se nommait Hadji Zéphir Boga Eddin. C'était le type même de ces êtres terrestres tricérébraux contemporains qui ont tendance à se passionner pour les hautes matières, comme on dit là-bas, et s'automatise à en parler au premier venu en toute occasion opportune et inopportune, avant d'en avoir pris conscience de toute leur essence. Avec moi comme avec les autres, à chacune de nos rencontres, il n'abordait que ce genre de questions. Nous en vînmes un jour à parler de l'antique science chinoise qu'on appelle là-bas Chai Mernis. Cette science ne représente rien d'autre que les fragments d'un ensemble d'informations authentiques relatives à l'Heptaparaparshinok sacré, informations dont avaient pris conscience les 2 grands frères chinois, ainsi que d'autres vrais savants de l'Antiquité, et qu'ils avaient nommé ensemble de vraies connaissances sur la loi de 9. Je t'ai déjà dit que certains fragments de ces connaissances, restés par hasard intacts, avaient été transmis de génération en génération par l'entremise d'un nombre très restreint d'êtres initiés de là-bas. À vrai dire, ce sera un réel bonheur pour les êtres terrestres tricérébraux des temps à venir si ces fragments restés intacts qui ont été transmis et continuent à se transmettre de génération en génération, grâce à quelques rares êtres initiés, ne tombent pas entre les mains des savants contemporains. Et ce sera un réel bonheur, parce que si ces fragments intacts de vraies connaissances tombaient entre les mains des savants actuels de là-bas, ceux-ci, avec leur habitude invétérée de chercher midi à 14 heures, feraient de tout le savoir introduit dans ces fragments un de ces ragoûts scientifiques dont ils ont le secret, et la raison vacillante de tous les êtres tricérébraux s'éteindrait alors à jamais. De plus, ces derniers restes des grandes acquisitions de leurs ancêtres seraient à leur tour définitivement balayés de la face de cette malheureuse planète. Ainsi donc, mon enfant, un jour que je parlais avec le derviche Hadji Zéphir Boga Eddin de l'ancienne science chinoise Chai Mernis, il me proposa, au cours de la conversation, de l'accompagner chez un autre derviche, son ami, qui connaissait à fond cette antique science chinoise, afin d'en parler avec lui. Il me dit que son ami habitait loin de tous, dans le Haut-Bukhara, où il se livrait à certaines expériences relatives à cette science. Comme aucune affaire particulière ne me retenait à ce moment-là dans la ville où nous nous trouvions, et que ce savant derviche vivait précisément dans des montagnes que je désirais depuis longtemps explorer, j'acceptai tout de suite et nous partîmes dès le lendemain. Après avoir quitté la ville, nous marchâmes 3 jours. Finalement, très avant dans les montagnes du Haut-Bukhara, nous nous arrêtâmes dans une petite gorge. Cette région porte le nom de Haut-Bukhara parce que ces montagnes dominent le reste du pays, le Bas-Bukhara. Dans cette petite gorge, mon ami le derviche Hadji Zéphir Boga Eddin me pria de l'aider à soulever une dalle de pierre qui, lorsque nous l'eûmes déplacée, démasqua une petite ouverture sur les côtés de laquelle saillaient 2 tiges de fer. Il les rapprocha l'une de l'autre et prêta l'oreille. On entendit bientôt s'élever un étrange murmure, et à ma grande surprise, Hadji Zéphir Boga Eddin se mit à son tour à parler par cette ouverture, dans une langue qui m'était inconnue. Quand il eut fini, nous remîmes la dalle en place et reprîmes notre route.
Après avoir franchi une distance assez considérable, nous nous arrêtâmes devant un rocher. Hadji, Zéphir, Boga et Lynn guettaient visiblement quelque chose avec une attention concentrée, lorsque l'énorme roc qui se trouvait là glissa soudain, démasquant l'entrée d'une caverne. Nous pénétrâmes dans cette caverne et continuâmes d'avancer. Je remarquai alors que notre chemin était éclairé alternativement par ce qu'on appelle le gaz et l'électricité. Cet éclairage m'étonnait tout particulièrement. Cependant, je ne pouvais me résoudre à détourner par mes questions l'attention sérieuse de mon compagnon. Après avoir parcouru une certaine distance, à l'un des tournants, nous vîmes venir à notre rencontre un être terrestre tricérébral qui nous accueillit avec toute l'amabilité en usage là-bas et qui nous conduisit plus loin. C'était l'ami du derviche Hadji Zéphir Boka Eddin. Il était déjà très âgé, du point de vue de tes favoris, et par rapport aux personnes de son entourage, il paraissait très grand et extraordinairement maigre. Il se nommait Hadji Asvat Trouv. Tout en causant avec nous, il nous conduisit dans une petite salle de la caverne. Nous nous assîmes sur le feutre qui couvrait le sol et poursuivîmes notre conversation en mangeant un chilapilaf, froid du pays, que cet être âgé avait apporté de la salle voisine dans un plat en terre cuite. Pendant le repas, mon premier ami derviche lui dit, entre autres, que je m'intéressais beaucoup, moi aussi, à la science Chatchai Mernis. Puis, il lui donna un aperçu de mes connaissances en la matière et de ce qui, en général, faisait le thème de nos entretiens. Après quoi, le derviche Hadji Asvat Trouv me posa lui-même quelques questions. Je lui répondais chaque fois de la manière voulue, mais bien entendu sous la forme qui m'était déjà devenue habituelle et derrière laquelle j'ai toujours su cacher ma véritable nature. En effet, pendant mes séjours sur ta planète, j'étais devenu habile à parler d'une manière telle que tes favoris me prenaient toujours pour un de leurs savants. D'après la conversation qui suivit, je compris que ce vénérable Hadji Asvat Trouv s'intéressait depuis longtemps à cette science et que, pendant les 10 dernières années, il s'était attaché à en étudier exclusivement l'aspect pratique. Je compris également qu'il était parvenu, au cours de ses recherches, à des résultats qui sont déjà hors de la portée des êtres tricérébraux de là-bas. Ayant fait cette constatation, j'en fus très étonné et désirais vivement m'expliquer ce que cela voulait dire, car je m'étais déjà rendu compte que depuis bien longtemps ces connaissances avaient disparu de la raison des êtres terrestres. Il était donc peu probable que ce vénérable Hadji en eût souvent entendu parler, et qu'ainsi, comme il en va toujours chez eux, son intérêt ait pu à la longue s'éveiller. En effet, mon enfant, il est depuis longtemps déjà devenu propre aux êtres tricérébraux qui te plaisent de ne s'intéresser qu'à ce qu'ils voient souvent ou à ce dont ils entendent souvent parler. Mais dès qu'ils s'intéressent à quelque chose, cet intérêt étouffe en eux tous les autres besoins éthriques, et il leur semble alors que ce qui les passionne est la chose même qui fait tourner le monde entier. Lorsque se fut rétabli entre ce sympathique derviche Hadji Asvat Trouv et moi les relations voulues, et qu'il eut commencé à me parler plus ou moins normalement, sans le masque derrière lequel s'abritent toujours tes favoris contemporains en présence de leurs semblables, surtout quand il les voit pour la première fois, je lui demandai, en y mettant bien entendu la forme requise, pourquoi et comment il s'était intéressé à cette branche de la vraie science. À ce propos, je te ferai remarquer qu'à la surface de ta planète, se sont peu à peu constitués dans le processus d'existence ordinaire des étranges êtres tricérébraux qui peuplent chacune de ces régions, des formes particulières de relations extérieures qui se transmettent de génération en génération. Ces différentes formes de relations se sont constituées d'elles-mêmes après l'atrophie définitive dans le psychisme de tes favoris de cette propriété éthrique permet de percevoir le sentiment intérieur d'un autre envers soi. Propriété qui ne peut manquer d'exister chez aucun être de notre grand univers, quelle que soit sa forme et le lieu de son apparition. Actuellement sur ta planète, les bonnes ou les mauvaises relations réciproques s'établissent uniquement sur la base de manifestations extérieures artificielles et surtout de ce qu'ils nomment amabilité, c'est-à-dire de mots vides ne contenant parfois pas le moindre atome de ce qu'on appelle le résultat d'une impulsion inférieure bienveillante
impulsion qui surgit en général dans la présence de tout être dès qu'il rencontre un de ses semblables. De nos jours, quel que soit le sentiment bienveillant qu'un être éprouve à l'égard d'un autre, si, pour une raison quelconque, il adresse à ce dernier des paroles que le bon usage considère comme déplacées, tout est fini. Dans toutes les localisations séparément spiritualisées de celui-ci, se cristalliseront alors, à coup sûr, des données suscitant en lui, par association, la conviction que cet être, qui en réalité lui veut du bien, n'a été mis au monde que pour lui faire à chaque instant les plus noires vilainies, comme ils disent. Si bien qu'il est devenu indispensable là-bas, ces derniers temps, si l'on veut se faire des amis et ne pas s'attirer d'ennemis féroces, de connaître avant toute chose les nombreuses manières de s'adresser aux gens. L'existence anormale que mènent ces étranges êtres tricérébraux a non seulement gâté leur propre psychisme, mais encore, par répercussion, celui de presque tous les êtres terrestres unicérébraux et bicérébraux. Les données suscitant l'impulsion éthrique intérieure dont je viens de parler ont déjà cessé de se constituer dans la présence des êtres unicérébraux et bicérébraux avec lesquels les étranges êtres tricérébraux qui te plaisent ont aujourd'hui comme jadis des contacts fréquents. Ces données éthriques apparaissent encore dans la présence de certains êtres unicérébraux et bicérébraux de là-bas, tels que tigres, lions, ours, hyènes, serpents, phalanges, scorpions, etc., dont le genre d'existence n'a jamais exigé le moindre contact avec tes favoris bipèdes. Cependant, du fait des conditions anormales d'existence ordinaire établies par tes favoris, il s'est déjà constitué en la présence des êtres que je viens d'énumérer une particularité fort étrange et des plus intéressantes, c'est-à-dire que ces tigres, lions, ours, hyènes, serpents, phalanges, scorpions, etc., perçoivent le sentiment de peur que ressentent devant eux les autres êtres comme de l'animosité à leur égard. Aussi s'efforcent-ils de les détruire pour se délivrer de leurs menaces. Cela vient de ce que tes favoris, toujours en raison de leurs conditions anormales d'existence, sont devenus peu à peu de la tête aux pieds de tristes poltrons, comme ils disent, et qu'en même temps le besoin de détruire l'existence d'autrui s'est enraciné en eux lui aussi de la tête aux pieds. C'est pourquoi, lorsque tes favoris qui sont maintenant des poltrons de première classe s'en vont détruire l'existence de ces êtres d'autres formes, devenus pour leur malheur et à notre regret beaucoup plus forts qu'eux, aussi bien physiquement que sous le rapport d'autres mérites éthriques, ou qu'ils les rencontrent par hasard, ils en ont une telle frousse qu'ils en font dans leur culotte, comme on dit en pareil cas. En même temps, poussés par le besoin, enracinés en leur présence, de détruire l'existence d'autres êtres peuplant leur planète, ils en trouvent aussitôt le moyen. Par suite, sous l'action des irradiations propres à ces originaux, se constitue peu à peu, dans la présence générale des êtres d'autres formes, au lieu des données qui devraient s'y trouver, pour susciter l'impulsion d'un témoignage instinctif de respect et de sympathie, une autre donnée dont la fonction particulière consiste à leur faire prendre pour une menace le sentiment de poltronnerie qu'éprouvent à leur égard tes favoris. Voilà pourquoi ces êtres unicérébraux et bicérébraux, lorsqu'ils rencontrent tes favoris, s'efforcent toujours d'en détruire l'existence pour épargner tout danger à la leur. Jadis, sur ta planète, tous les êtres, malgré la diversité de leurs formes extérieures et de leur système de cerveau, existaient ensemble, dans la paix et la concorde. Même de nos jours, il arrive encore parfois qu'un de tes favoris se perfectionne jusqu'au point de ressentir de toutes ses parties spiritualisées que tout être, ou que tout souffle, comme on dit, est pour notre Père Créateur éternel, également proche et cher, et d'autre part de parvenir, en accomplissant les partoles devoirs éthriques, à la totale destruction des données, suscitant en sa présence une impulsion de lâcheté devant les êtres d'autres formes, si bien que ces derniers, loin d'attenter à son existence, lui témoignent du respect et se montrent prêts à le servir, comme un être ayant plus de possibilités objectives qu'eux. Bref, une multitude de menus facteurs liés à l'existence anormale de tes favoris les amenèrent finalement à établir pour leurs relations mutuelles de nombreuses formes d'amabilité verbale, comme ils disent, chaque région ayant d'ailleurs sa forme particulière.
L'attitude de ce sympathique être tricérébral, Hadji Asvad Trouf, était d'autant plus bienveillante à mon égard que j'étais l'ami de son meilleur ami. Remarquons à ce propos que les êtres tricérébraux de cette partie de la surface de ta planète sont aujourd'hui les seuls entre lesquels existent encore de vraies relations amicales. Chez eux, comme partout ailleurs chez les êtres tricérébraux, et comme il en allait autrefois sur toute ta planète, il n'y a pas que l'ami qui soit l'ami, mais ses proches et ses amis sont aussi considérés comme des amis et traités comme l'ami lui-même. Je voulais établir avec Hadji Asvad Trouf des relations encore meilleures parce que je voulais savoir comment il s'était intéressé à cette science et comment il était parvenu à des résultats scientifiques sans précédent sur la Terre. Aussi déployai-je libéralement dans la conversation toutes les formules de l'amabilité verbale en usage dans cette région. Pendant la conversation, tout entière consacrée à la science nommée en ce temps-là Chat-Chai Mernis, nous en vînmes à propos de la nature et de la signification des vibrations en général à parler de l'octave de son. Hadji Asvad Trouf dit alors que l'octave de son présente 7 aspects de manifestation totale, relativement indépendante, et que de plus les vibrations de chacune de ces totalités relativement indépendantes obéissent à la même loi, aussi bien dans leur mode de surgissement que dans leur manifestation. Toujours à propos des lois de vibration des sons, il poursuivit. Si je me suis moi-même intéressé à la science Chat-Chai Mernis, c'est précisément à travers ces lois de vibration des sons, et c'est à cause d'elles que je vouais dès lors toute ma vie à cette science. Il réfléchit un instant et reprit. Je dois vous dire tout d'abord, mes amis, qu'avant d'entrer dans cette confrérie de derviches, j'étais un homme très fortuné. Pourtant, j'aimais à pratiquer de temps à autre un métier. Je fabriquais des instruments de musique à cordes dans le genre des saasis, taharis, kiamanchis, etc. Même après mon entrée dans la confrérie, je consacrais tout mon temps libre à ce métier, construisant des instruments de musique à l'usage des derviches. Voici pourquoi je me pris d'un si fort intérêt pour les lois des vibrations. Un jour, le cheikh de notre monastère me fit appeler et me dit « Hadji, dans le monastère où je n'étais encore qu'un simple derviche, lorsque les moines musiciens, à l'occasion de certains mystères, jouaient les mélodies des cantiques sacrés, nous autres derviches éprouvions tous, en entendant ces mélodies sacrées, des sensations particulières correspondant au texte même du cantique, tandis qu'ici je n'ai encore jamais remarqué, malgré mes longues et minutieuses observations, que ces mélodies sacrées exercent une action quelconque sur nos frères derviches. Que se passe-t-il donc? Quelle en est la raison? Connaître cette raison est devenu depuis peu mon but, et je t'ai fait venir pour t'en parler. Peut-être, en ta qualité de fabricant amateur d'instruments de musique, m'aideras-tu à élucider cette intéressante question. Sur quoi, nous nous mîmes à examiner le problème sous toutes ses faces. Après de longues délibérations, nous en vînmes à la conclusion que la raison cherchée tenait probablement à la nature même des vibrations des sons. En effet, au cours de nos entretiens, il nous est devenu clair que dans le monastère où notre cheikh avait été simple derviche, on jouait, en plus du tambour, de divers instruments à cordes, tandis qu'ici, dans notre monastère, ces mêmes mélodies sacrées étaient exclusivement exécutées sur des instruments à vent. Nous décidâmes alors de remplacer immédiatement tous les instruments à vent du monastère par des instruments à cordes, mais cela posait une question très importante, celle de l'impossibilité de recruter, parmi nos derviches, un nombre suffisant de spécialistes pour jouer de ces instruments à cordes. Alors notre cheikh, après avoir réfléchi quelques instants, me dit « Hadji, toi qui es un expert en la matière, essaie. Peut-être réussiras-tu à inventer un instrument à cordes sur lequel n'importe quel derviche, sans être un spécialiste, pourra produire les sons de la mélodie voulue par une simple action mécanique, par exemple une torsion, un choc ou une pression. » La proposition de notre cheikh m'intéressa tout de suite vivement, et c'est avec un grand plaisir que j'entrepris cette tâche. Ma résolution prise, je me levai et après avoir reçu sa bénédiction, je rentrai chez moi. Là, je m'assis et longtemps, sérieusement, je réfléchis, et le résultat de mes réflexions fut que je résolus de faire des cymbales à cordes et d'inventer avec l'aide de mon ami le derviche Kerbalay Aziz Nouaran un mécanisme de petits marteaux dont les coups produiraient les sons voulus.
Le soir même, je me rendis chez mon ami le derviche Kerbalaï Aziz Nouaran. Bien que celui-ci passât parmi ses camarades et connaissances pour un grand original, tous le respectaient et l'estimaient, car il était très intelligent et très savant, et soulevait souvent des questions qui forçaient chacun à réfléchir sérieusement, qu'il le voulût ou non. Avant d'être entré dans l'ordre des derviches, il avait été un vrai saakti professionnel, autrement dit un horloger. Au monastère, il consacrait lui aussi tout son temps libre à ce métier qui lui était cher. Mon ami le derviche Kerbalaï Aziz Nouaran se passionnait entre autres depuis quelque temps pour une drôle d'idée. Il voulait fabriquer des horloges mécaniques qui indiqueraient l'heure avec exactitude, sans l'aide d'aucun ressort. Il expliquait cette idée bizarre de façon très brève et très simple. Aucune chose sur notre planète, disait-il, n'est en état de stabilité absolue, puisque la Terre elle-même se meut. Seule la pesanteur représente sur la Terre une stabilité, et cela seulement dans la moitié de l'espace occupé par son volume. Je veux obtenir un équilibre si parfait des leviers que la vitesse même du déplacement de la Terre leur imprimera un mouvement qui corresponde exactement à la marche des aiguilles d'une horloge. Lorsque j'arrivai chez cet original ami et lui expliquai ce que je voulais obtenir et quelle assistance j'attendais de lui, il s'intéressa aussitôt vivement à la chose et me promit de m'aider autant qu'il le pourrait. Dès le lendemain, nous nous mîmes tous deux au travail. Grâce à cette collaboration, la carcasse de l'instrument musical mécanique que j'avais conçu fut bientôt prête. Pour ma part, je disposais les cordes à la place et à la distance voulue, cependant que mon original ami continuait à travailler au mécanisme des petits marteaux. Et lorsque j'eus fini de tendre les cordes et de les accorder de manière appropriée, je fis une constatation d'un tel intérêt qu'elle m'amena à entreprendre sur les lois des vibrations des expériences que je poursuis encore aujourd'hui. Cela commença ainsi. Je dois tout d'abord vous dire que je savais déjà très bien qu'une demi-corde donne un nombre de vibrations double de celui d'une corde entière, de même diamètre et de même densité, et conformément à ce principe, je disposais sur les cymbales des chevalets pour les cordes, puis je les accordais toutes de manière à les faire correspondre à une ancienne mélodie sacrée, tout en huitième de ton, me servant à cet effet, bien entendu, de mon Perambarsasi d'avant, ou, comme le nomment les Européens, de mon diapason, qui donnait les vibrations du Do absolu chinois. Pendant que je les accordais, je constatais pour la première fois que le principe selon lequel le nombre de vibrations des cordes est inversement proportionnel à leur longueur ne se traduisait pas toujours, mais parfois seulement, par une fusion générale de consonances harmonieuses. Cette constatation m'intéressa si fort que je réservai alors toute mon attention à ces seules recherches et cessai complètement de m'occuper des cymbales. Il se trouva que mon original ami se prit lui aussi d'un vif intérêt pour la question, et nous nous mîmes ensemble à étudier ce fait qui nous étonnait tous les deux. Il se passa plusieurs jours avant que nous remarquions, mon ami et moi, que nous avions délaissé notre travail principal. Nous décidâmes alors de consacrer à partir de ce jour-là la moitié de notre temps à l'achèvement des cymbales et l'autre à nos recherches. Et de fait, nous devînmes bientôt habiles à mener de front ces deux tâches de telle sorte que l'une ne nuise point à l'autre. Les cymbales mécaniques de mon invention furent bientôt prêtes et nous donnèrent entière satisfaction. Elles finirent par ressembler quelque peu à un orgue de barbarie grecque, mais à quart de ton et de taille légèrement plus grande. On les mettait en action en les faisant tourner, ce qui forçait les petits marteaux à frapper sur les cordes voulues. Et cette concordance d'action était obtenue au moyen d'une pile de roseaux plats dans lesquels nous avions taillé des encoches où les têtes des marteaux venaient s'insérer pour provoquer l'ébranlement des cordes. Pour chacune des mélodies sacrées, nous avions préparé et lié une pile spéciale de ces roseaux plats que l'on pouvait changer à volonté selon la mélodie exigée. Lorsque nous remîmes enfin nos cymbales à notre cher et que nous lui fîmes part de ce qui nous intéressait par-dessus tout à ce moment-là, non seulement il nous donna sa bénédiction et nous autorisa à quitter le monastère pendant un certain temps pour nous occuper de la question qui nous tenait à cœur, mais il alla jusqu'à mettre à notre disposition de larges sommes d'argent prélevées sur les réserves du monastère. Nous nous transportâmes alors ici pour y vivre loin du monde, hors de notre confrérie. J'y vécus avec mon ami dans la paix et la concorde jusqu'au jour encore tout proche
où je perdis à jamais cet inoubliable et irremplaçable ami. Il disparut dans des circonstances lamentables. Il y a quelques semaines, il était descendu à la ville de X, sur les bords du fleuve Amu Darya, chercher divers instruments et matériaux. Comme il quittait la ville pour revenir ici, une balle perdue provenant d'une fusillade entre Russes et Anglo-Afghans l'abattit sur place, et je fus immédiatement informé de ce malheur par un Sarthe qui était de passage là-bas et que nous connaissions tous deux. Quelques jours plus tard, je ramenai son corps et l'enterrai ici, et il indiqua de la main un coin de la caverne où l'on distinguait une sorte de monticule. Puis, Hadji Asvat Trouv se leva, fit un geste de prière de toute évidence pour le repos de l'âme de son ami, et d'un mouvement de tête nous fit signe de le suivre. Nous nous mîmes en marche et arrivâmes de nouveau au principal couloir de la caverne. Là, ce respectable être terrestre s'arrêta devant une saillie sur laquelle il exerça une légère pression. Le roc s'écarta, démasquant l'entrée d'une nouvelle salle de la caverne. La salle, dans laquelle nous pénétrâmes, présentait, tant par sa structure naturelle que par son aménagement artificiel, une telle originalité par rapport aux manifestations actuelles de la raison de tes favoris, que je veux te la décrire en détail. Les parois de cette salle, la voûte et même le sol étaient recouverts de plusieurs couches d'un feutre très épais. Comme on me l'expliqua plus tard, cette cavité naturelle avait été utilisée et adaptée de manière à ne laisser parvenir ni des autres salles ni du dehors la moindre vibration. Quelle qu'en fût l'origine, qu'il s'agit d'un geste, d'un frôlement, d'un murmure, ou même de vibrations produites par la respiration des diverses créatures, grandes ou petites, se trouvant à proximité. En cet extraordinaire local se trouvaient plusieurs appareils d'expérience aux formes étranges, parmi lesquels un modèle de cet instrument producteur de son que j'ai moi-même rapporté de la surface de ta planète et que tes favoris nomment un piano à queue. Le couvercle du piano était ouvert et l'on pouvait voir qu'à chaque série de cordes étaient ajustés de petits appareils indépendants qui servaient à mesurer le degré de vivification des vibrations de sources diverses et qui portaient le nom de vibromètre. À voir le nombre de ces vibromètres, mon étonnement atteignit ce niveau d'intensité que notre cher Mullah Nasser Hiddin caractérise ainsi. Passé les limites de la satiété, on éclate. Cette impulsion d'étonnement n'avait fait que croître en moi, depuis le moment où j'avais vu, dans les couloirs de la caverne, l'éclairage au gaz et à l'électricité. Je m'étais déjà demandé d'où tout cela était venu et de quelle manière. Je savais déjà fort bien que ces étranges êtres tricérébraux avaient de nouveau appris à se servir, pour leur éclairage comme ils disent, de ces sources issues de formations cosmiques, mais je savais aussi que le matériel nécessaire à cet éclairage exigeait un équipement très compliqué que l'on trouvait exclusivement là où existait une de leurs grandes agglomérations. Et tout à coup, cet éclairage apparaissait là, loin de toute agglomération, sans aucun de ces signes dont s'accompagnent en général ces possibilités chez les êtres terrestres actuels. Lorsque j'aperçus le vibromètre, servant à mesurer le degré de vivification des vibrations, mon étonnement atteignit son paroxysme. J'étais d'autant plus étonné qu'à ma connaissance, il n'existait plus, nulle part, en ce temps-là, d'appareils au moyen desquels il fût possible de compter n'importe quelle sorte de vibration, et je me demandais encore une fois où ce vénérable vieillard, qui habitait des montagnes sauvages, si loin des êtres représentant la civilisation terrestre contemporaine, avait bien pu se procurer de tels appareils. Malgré tout l'intérêt que j'éprouvais, je n'osais pas demander d'explication au vénérable Hadji Asvat Trouv, et je n'osais pas parce que je craignais qu'une question tellement en dehors du sujet ne fît changer le cours de notre conversation qui, je l'espérais, apporterait un éclaircissement au problème qui m'intéressait par-dessus tout. Dans cette salle de la caverne, il y avait encore de nombreux appareils qui m'étaient inconnus, et notamment un étrange dispositif auquel étaient fixés plusieurs masques, comme on les appelle. De ces masques partaient vers la voûte de la caverne des sortes de tuyaux faits de gosier de vache. Par ces tuyaux, comme je l'appris plus tard, arrivait du dehors l'air indispensable à la respiration des êtres qui assistaient aux expériences, car pendant ce temps-là,
le local était hermétiquement clos. Pendant les expériences, les êtres présents portaient sur leur visage les masques reliés à l'étrange dispositif. Lorsque nous fûmes tous assis par terre dans cette salle de la caverne, le vénérable Hadji Asvat-Trouv précisa entre autres qu'au cours de ses recherches, il avait dû étudier à fond, avec son ami le derviche Kerbalay Aziz Noiran, toutes les théories des vibrations élaborées à toutes les époques par les plus sérieux des savants terrestres. Nous avons étudié, dit-il, la théorie assyrienne du grand Malmanak, la théorie arabe du célèbre Selneh et Avaz et celle du philosophe grec Pythagore, sans compter bien entendu toutes les théories chinoises. Nous avons construit des appareils exactement semblables à ceux sur lesquels tous ces sages de l'Antiquité faisaient leurs expériences. L'un d'eux, auquel nous avons d'ailleurs ajouté quelque chose, est devenu par la suite notre principal appareil de recherche. C'est avec cet appareil que Pythagore faisait ses expériences. Il lui avait donné le nom de monocorde. Après l'avoir modifié, je l'ai nommé vibrochot. Ayant dit, il pressa fortement d'une main quelque chose sur le sol, tandis que de l'autre, il indiquait un appareil de forme étrange, précisant que c'était là l'appareil monocorde modifié. L'appareil qu'il désignait consistait en une planche de 2 mètres dont la moitié de la face antérieure était divisée en cases, comme le manche de l'instrument producteur de son nommé guitare, et sur laquelle une seule corde était tendue. Sur l'autre moitié étaient ajustés de nombreux vibromètres, tout pareils à ceux qui étaient fixés sur les cordes du piano. Ils étaient disposés de telle sorte que leurs aiguilles se trouvaient juste au-dessus des cases de la première moitié. Sur la face postérieure de cette planche était fixé tout un réseau de petits tuyaux, les uns de verre, les autres métalliques, destinés eux aussi à produire des sons, résultant cette fois de vibrations suscitées par certains déplacements et courants, soit dans l'air ordinaire, soit dans un air artificiellement comprimé ou raréfié. Pour mesurer les vibrations de ces sons, on se servait des mêmes vibromètres que pour les vibrations émises par les cordes. Le vénérable Hadji Asvat-Trouv voulait encore dire quelque chose, mais à ce moment apparut, venant d'une autre salle de la caverne, un jeune garçon de type ouzbek, portant sur un plateau du thé vert et des tasses. Lorsque le jeune garçon eut posé le plateau devant nous et se fut retiré, le vénérable Hadji se mit à verser le thé dans les tasses, puis, se tournant vers nous, prononça d'un ton plaisant la formule suivante que l'on emploie toujours en pareil cas dans cette région. Acceptons avec vénération cette grâce de la nature afin d'être en état de contribuer à sa gloire. Et il ajouta, « Je sens déjà diminuer les forces qui me soutiennent. Aussi m'est-il indispensable d'absorber la part justifiée de ce qui peut entretenir l'animation de tout mon moi jusqu'à la prochaine dose. » Et avec un bon sourire, il se mit à boire son thé. Tandis qu'il buvait, je résolus de profiter de l'occasion pour l'interroger sur les questions qui me préoccupaient. Tout d'abord, je lui demandai ceci. « Très estimé Hadji, jusqu'à présent, j'étais convaincu que nulle part sur Terre il n'existait d'appareil permettant de mesurer exactement les vibrations. Et pourtant, je vois ici une quantité de ces mesureurs. Comment cela s'explique-t-il? D'où avez-vous ces appareils ?» Le vénérable Hadji Asvat-Trouv répondit. « Ces appareils ont été fabriqués en vue de nos expériences par mon défunt ami Kerbalay Aziz Noiran, et c'est à eux que je dois toutes les connaissances que j'ai acquises sur la science des vibrations. Jadis, en effet, continua-t-il, au temps où florissait la grande Tikliamouich, il existait sur Terre quantité d'appareils de cette sorte. Mais aujourd'hui, ces appareils n'existent plus, si l'on accepte bien entendu ces babioles enfantines que l'on trouve en Europe, au moyen desquelles il est soi-disant possible de compter les vibrations, et qui portent là-bas le nom de sirènes. Je me suis servi moi aussi d'une de ces sirènes au début de mes expériences. La sirène fut inventée il y a 2 siècles par un certain savant physicien du nom de Zébec. Vers le milieu du siècle dernier, elle fut soi-disant perfectionnée par un certain Cagnard de la Tour. La construction de cette babiole est ainsi faite qu'une masse d'air comprimée dans un tube est projetée sur un disque tournant, perforé de trous ayant chacun le même diamètre que l'orifice du tube à air. Pendant que le disque tourne,
le tube contenant l'air comprimé est alternativement ouvert et fermé. Or, pendant sa rotation régulière, le disque laisse passer à travers ces trous des flots d'air successifs qui donnent un son de hauteur toujours égale, et le nombre de tours, enregistré par un mécanisme d'horlogerie, et multiplié par le nombre de trous du disque, indique le nombre de vibrations de ce son dans un intervalle de temps donné. Pour le malheur des Européens, ni le premier inventeur de cette sirène, ni celui qui la perfectionna, ne savaient que le son pouvait provenir aussi bien de l'action des vibrations elles-mêmes que du simple souffle de l'air. Et comme leur sirène donne un son dû au seul souffle de l'air et nullement aux vibrations naturelles, il ne saurait être question de se servir de cet engin pour déterminer le nombre exact des vibrations. Le fait que le son peut être produit par deux causes, c'est-à-dire soit par les vibrations naturelles du monde, soit par le simple souffle de l'air, satisfait pleinement la curiosité d'esprit. Je vais d'ailleurs vous le prouver à l'instant. Ayant dit, le vénérable Hadji sortit et rapporta d'une autre partie de la caverne un pot de fleurs qu'il posa au milieu de la salle. Lui-même s'assit devant l'appareil vibrochaud, l'ancien monocorde du célèbre Pythagore. Se tournant vers nous, il dit « Je vais maintenant produire, avec ce réseau de tubes, 5 sons distincts, toujours les mêmes. Quant à vous, veuillez porter votre attention sur ce pot de fleurs et vérifier sur vos montres le temps pendant lequel je continuerai à émettre ces sons. Retenez aussi les chiffres indiqués par les aiguilles des vibromètres. » Après quoi, il se mit à insuffler de l'air dans les tubes correspondants avec un petit soufflet, ce qui donna une mélodie uniforme de 5 tons. Cette mélodie uniforme dura 10 minutes. Non seulement nous avions retenu les chiffres indiqués par les aiguilles des vibromètres, mais les 5 sons s'étaient fortement gravés dans notre mémoire auditive. Lorsque Hadji eut cessé sa musique monotone, nous vîmes que les fleurs étaient restées aussi fraîches qu'auparavant. Hadji quitta alors le monocorde et vint s'asseoir devant l'instrument émetteur de son nommé piano. Il attira encore une fois notre attention sur les aiguilles des vibromètres et se mit à frapper successivement sur les touches correspondantes du piano, qui rendirent la même mélodie uniforme de 5 tons. Les aiguilles des vibromètres, cette fois encore, indiquèrent les mêmes chiffres. 5 minutes s'étaient à peine écoulées que sur un signe de tête de Hadji, nous regardâmes le pot de fleurs et nous aperçûmes que les fleurs étaient positivement en train de se faner. Et lorsque, au bout de 10 minutes, le vénérable Hadji eut cessé sa musique, il ne restait plus dans le pot que les tiges toutes flétries et desséchées des fleurs qui tout à l'heure étaient si fraîches. Alors Hadji revint s'asseoir auprès de nous et dit « Comme m'en ont convaincu les recherches que j'ai poursuivies pendant de longues années, et comme l'énonce la science Chattai Mernis, il existe effectivement dans le monde 2 sortes de vibrations, les vibrations créatrices et les vibrations d'inertie. Or, je me suis rendu compte par expérience que les cordes les plus aptes à produire ces vibrations créatrices étaient faites soit d'un certain métal, soit de boyaux de chèvre. Les cordes faites d'autres matériaux n'ont pas la même propriété. Les vibrations qu'elles engendrent, comme celles que suscitent les déplacements de l'air, sont des vibrations purement inertes. En pareil cas, les sons proviennent de vibrations obtenues par le frottement de l'air en mouvement et par l'action mécanique de la force d'inertie. Hadji Asvatstrouv poursuivit. Auparavant, nous faisions nos expériences à l'aide de ce seul vibro-show, mais un jour que mon ami Kerbalay Assis Noiran était allé faire des achats dans la ville boukharienne de Z, il découvrit par hasard ce piano dans une vente aux enchères, parmi les affaires d'un général russe en partance. S'étant aperçu que ces cordes étaient précisément faites du métal qui nous était nécessaire pour nos expériences, il l'acheta, et non sans de grandes difficultés comme vous pouvez l'imaginer, le transporta jusqu'ici à travers la montagne. Après avoir installé le piano, nous l'accordâmes exactement d'après les lois des vibrations définies par l'antique science chinoise Chattai Mernis. Pour accorder l'instrument de manière correcte, nous décidâmes non seulement de nous baser sur le Do absolu de l'antique gamme chinoise, mais de tenir compte, comme le recommandait cette même science, des conditions géographiques et de la pression atmosphérique, de la forme et de la dimension du local, de la température moyenne dans l'espace environnant, de celle du local même, et ainsi de suite, prenant en considération jusqu'à la somme des émanations émises par les êtres humains
qui assisterait aux expériences que nous projetions. Une fois le piano accordé de cette manière, les vibrations qu'il produisait acquirent effectivement toutes les propriétés dont il est parlé dans cette grande science. À présent, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec les vibrations issues de ce piano ordinaire, en s'appuyant sur les connaissances auxquelles est parvenu l'homme dans le domaine des lois des vibrations. Puis il se leva de nouveau. Cette fois-ci, il rapporta d'une autre salle de la caverne une enveloppe, du papier et un crayon. Il écrivit quelque chose sur le papier, inséra ce qu'il avait écrit dans l'enveloppe, la cacheta et la fixa à un crochet qui pendait de la voûte au milieu de la salle, puis retourna s'asseoir au piano, et, sans dire un mot, se mit, comme la première fois, à frapper certaines touches, ce qui donna de nouveau une mélodie monotone. Cette fois-ci, dans la mélodie, revenaient constamment, régulièrement, deux sons de l'octave la plus basse du piano. Au bout de quelques instants, je m'aperçus que mon ami le derviche Hadji Boga Eddin était mal à l'aise sur son siège. Il changeait tout le temps sa jambe gauche de place. Peu après, il se mit à se frotter légèrement la jambe gauche, et je voyais bien, d'après les grimaces de son visage, qu'elle lui faisait très mal. Le vénérable derviche Hadji Asvat-Strouv n'y accordait aucune attention. Il continuait à frapper les mêmes touches. Lorsqu'il eut enfin terminé, il se tourna vers nous et s'adressant à moi. « Je vous en prie, ami de mon ami, levez-vous, enlevez vous-même l'enveloppe du crochet et lisez son contenu. » Je me levai, pris l'enveloppe, la décachetai et lus ceci. « De par les vibrations issues du piano, doit se former chez vous deux, sur la jambe gauche, à 3 cm au-dessous du genou, et à 2 cm à gauche du milieu de la jambe, ce qu'on appelle un furoncle. » Quand j'eus fini de lire, le vénérable Hadji nous pria tous deux de mettre à nu les parties désignées de nos jambes gauches. Lorsque nous les eûmes découvertes, nous vîmes sur la jambe gauche du derviche Boga Eddin, exactement à la place indiquée, le furoncle annoncé. Par contre, chez moi, à l'extrême surprise du vénérable Hadji Asvat-Strouv, il n'y avait absolument rien. Lorsque Hadji Asvat-Strouv l'eut constaté, il bondit tout à coup de sa place, comme un jeune homme, et s'écria tout excité. « Cela ne peut pas être !» Et il se mit à regarder fixement ma jambe gauche, avec des yeux de fou. Près de 5 minutes passèrent de la sorte. Je dois le reconnaître, pour la première fois sur cette planète, je perdis contenance, et ne pus trouver sur le champ le moyen de me tirer d'affaire. Finalement, il s'approcha de moi, et s'apprêtait à dire quelque chose quand soudain, sous le coup de l'émotion, ses jambes se mirent à trembler violemment. Il dut s'asseoir par terre, et me fit signe d'en faire autant. Lorsque nous fûmes assis, il me regarda avec des yeux très tristes, et me dit d'un ton pénétré. « Ami de mon ami, dans ma jeunesse, j'étais un homme riche, si riche qu'une dizaine au moins de mes caravanes, comptant chacune près d'1 millier de chameaux, partaient chaque jour dans toutes les directions de notre grande Asie. Mon harem était considéré par tous les connaisseurs comme le meilleur et le plus somptueux de la terre, et tout le reste était à cette échelle. Bref, j'avais à satiété de tout ce que peut donner notre vie ordinaire. Peu à peu, tout cela m'ennuya si fort, et me satura à tel point que le soir, quand j'allais me coucher, je pensais avec horreur que le lendemain tout recommencerait de même, et que j'aurais à traîner le même écrasant fardeau. À la fin, il me devint insupportable de vivre dans un tel état intérieur. Si bien qu'un jour où je ressentais plus particulièrement le vide de l'existence ordinaire, l'idée me vint pour la première fois de mettre fin à ma vie par un suicide. Pendant plusieurs jours, j'y pensais avec le plus grand sang-froid, et pour finir, je pris la décision catégorique de le faire. Le dernier soir, lorsque j'entrais dans la chambre où je voulais mettre mon projet à exécution, je me rappelai soudain que je n'avais pas jeté un dernier regard sur celle qui avait été pour moitié responsable dans la création et la formation de mon existence. Je me souvins de ma mère qui était encore en vie, et à ce souvenir, tout en moi fut bouleversé. Je me représentai aussitôt combien elle souffrirait lorsqu'elle apprendrait ma mort, et surtout dans de telles conditions. En me la rappelant, je voyais le tableau de ma chère vieille mère, désormais solitaire, soupirant avec résignation, prostrée dans sa douleur, et je fus pris d'une telle pitié que les sanglots me montèrent à la gorge presque à m'en étouffer. Alors seulement, je reconnus de tout mon être
ce qu'avait été et ce qu'était pour moi ma mère, et quel sentiment intarissable j'aurais dû éprouver pour elle. Depuis lors, ma mère devint la source où je puisais le sens de ma vie. À quelque moment que ce fût, de jour comme de nuit, dès que je me rappelais son cher visage, de nouvelles forces m'animaient, et je sentais croître en moi le désir de vivre et de tout faire à seule fin que son existence s'écoule agréablement. Cela durait depuis 10 années, lorsqu'elle mourut d'une maladie impitoyable, et de nouveau je restai seul. Après sa mort, mon vide intérieur me devint chaque jour plus intolérable. En cet endroit de son récit, le regard du vénérable Hadji Asvaz Trouve s'arrêta par hasard sur le derviche Boga-Eddin. Il se leva précipitamment et lui dit « Cher ami, au nom de notre affection, pardonne au vieillard que je suis d'avoir oublié de mettre un terme à la douleur qu'ont provoqué chez toi les vibrations porteuses de mal de ce piano. » Ayant dit, il s'assit au piano et recommença à en frapper les touches. Cette fois, il ne fit entendre que 2 notes, l'une appartenant à l'octave la plus haute, l'autre à l'octave la plus basse, qu'il frappait à tour de rôle, tout en s'écriant « Et maintenant, grâce aux vibrations provenant des sons de ce même piano, mais porteuses de bien, celle-là, que les souffrances de mon vieil et fidèle ami prennent fin. » Et de fait, 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que le visage du derviche Boga-Eddin était redevenu serein. De l'énorme et horrible furoncle qui jusque-là avait orné sa jambe gauche, il ne restait plus trace. Alors le derviche Hadji Asvaz Trouve revint s'asseoir près de nous, et l'air complètement apaisé, il reprit. Le 4e jour après la mort de ma chère mère, j'étais assis dans ma chambre et pensais avec désespoir à ce que j'allais devenir. Soudain, sous mes fenêtres, un derviche errant se mit à chanter ses cantiques sacrés. Je regardai dans la rue, et voyant que le derviche qui chantait était âgé et avait un beau visage, je résolus de lui demander conseil et envoyai immédiatement mon domestique pour l'inviter à venir me voir. Il entra. Lorsque, après les salutations d'usage, il se fut assis sur le mindari, je lui dépeignis mon état d'âme sans rien lui cacher. Quand j'eus fini, le derviche se recueillit profondément. Puis, après un long silence, me regardant fixement, il se leva et dit « Il n'y a qu'une issue pour toi, c'est de te consacrer à la religion. » Sur ces mots, il sortit en psalmodiant une prière et quitta ma maison pour toujours. Après son départ, je me remis à réfléchir. Cette fois-ci, le résultat de mes réflexions fut que je résolus le jour même, irrévocablement, d'entrer dans une confrérie de derviches, non pas dans mon pays, mais quelque part au loin. Dès le lendemain, je partageais et distribuais toute ma fortune entre mes parents et les pauvres, et 2 semaines plus tard, quittant pour toujours ma patrie, je vins ici à Boukhara. Aussitôt arrivé, j'entrai dans l'une des nombreuses confréries de derviches de la région. J'avais arrêté mon choix sur une confrérie connue dans le peuple pour l'austérité de son genre de vie. Malheureusement, ces derviches ne tardèrent pas à produire sur moi un effet décevant. Je changeai donc de confrérie, mais là encore ce fut la même chose. Pour finir, je fus admis dans ce monastère, dont le cheikh me donna pour tâche d'inventer l'instrument à cordes mécaniques dont je viens de vous parler. Ensuite, comme je vous l'ai raconté, je me passionnai pour la science des lois des vibrations, que je n'ai cessé d'étudier jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, cette science me force à son tour à connaître le même état intérieur que la veille de la mort de ma mère, l'amour que j'avais pour elle ayant été l'unique foyer de chaleur qui ait soutenu pendant tant d'années mon existence vide et insupportable. Maintenant encore, je ne puis me rappeler sans frémir le moment où nos médecins vinrent me dire que ma mère ne passerait pas la journée. Dans le terrible état où je me trouvais alors, la première question qui surgit en moi fut celle-ci. Comment vivre désormais? Ce qui m'arriva par la suite, je vous l'ai déjà raconté. En un mot, en méprenant de la science des vibrations, je découvris peu à peu ma nouvelle divinité. Cette science fut pour moi comme une seconde mère. Pendant de nombreuses années, elle se révéla aussi protectrice, aussi sûre, aussi fidèle que l'avait été ma mère. Et jusqu'à ce jour, je n'ai vécu et n'ai été animé que de ces vérités. Jusqu'à ce jour, pas un seul cas ne s'est présenté où les vérités que j'avais découvertes au sujet des lois des vibrations n'aient donné dans leur manifestation les résultats précis que j'en escomptais. Mais aujourd'hui, pour la première fois, les résultats que j'attendais en toute certitude ne se sont pas produits. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est que j'ai été plus attentif que jamais à calculer exactement les vibrations nécessaires au cas présent,
c'est-à-dire pour que le furoncle prévu se forme sur votre corps, juste à cet endroit-là, et non pas à un autre. Et voici qu'il arrive une chose sans précédent. Non seulement il n'y en a pas à l'endroit indiqué, mais il ne s'en est même pas formé sur d'autres endroits de votre corps. Cette science qui m'avait été aussi fidèle que ma mère m'a trahi tout à l'heure pour la première fois, et cela éveille en moi une tristesse indicible. Aujourd'hui, je peux encore me résigner à cet immense malheur, mais qu'adviendra-t-il demain? Je ne peux même pas me le représenter. Et si pour le moment je parviens un peu à l'accepter, c'est pour l'unique raison que je n'ai pas oublié les paroles de notre grand prophète des temps anciens, Esaïe Noura, selon lesquelles un individu est irresponsable de ses manifestations pendant son agonie, et pendant son agonie seulement. De toute évidence, ma science, ma divinité, ma seconde mère, elle aussi, est à l'agonie, puisqu'elle m'a trahi maintenant. Et je sais très bien que l'agonie est toujours suivie de la mort. Quant à vous, cher ami de mon ami, vous jouez pour moi, sans le vouloir, le même rôle que les médecins qui m'annoncèrent, la veille de la mort de ma chère mère, qu'elle ne passerait pas la journée. Car à votre tour, vous m'apportez la nouvelle que mon second foyer s'éteindra demain lui aussi. Je sens ressurgir en moi les terribles sentiments et les sensations que j'éprouvais depuis le moment où nos médecins m'annoncèrent la mort imminente de ma mère jusqu'à celui de son trépas. De même qu'alors, au milieu de ces terribles sentiments et sensations, je gardais l'espérance qu'elle ne mourrait peut-être pas. De même, en ce moment, luit encore faiblement en moi quelque chose qui ressemble à cette espérance. Et, ami de mon ami, maintenant que vous connaissez mon état d'âme, je vous le demande sincèrement, pouvez-vous m'expliquer, en vertu de quelle force surnaturelle, le furoncle qui aurait obligatoirement dû se former sur votre jambe gauche n'y est pas apparu? Car la certitude qu'il devait infailliblement se former est depuis longtemps devenue aussi inébranlable en moi que les rocs touclouniens. Et elle est inébranlable parce que, pendant près de 40 ans, j'ai étudié nuit et jour avec persévérance ces grandes lois des vibrations du monde, à tel point que comprendre leur sens et les conditions de leur réalisation est devenu pour moi comme une seconde nature. Ayant prononcé ces mots, celui qui était peut-être le dernier grand sage de la terre se mit à me regarder dans les yeux avec une expression pleine d'attente. « Peux-tu te représenter, mon cher enfant, la position dans laquelle je me trouvais ?» Que pouvais-je lui répondre? Pour la seconde fois ce jour-là, à cause de cet être terrestre, j'étais pris dans une situation à laquelle je ne voyais aucune issue. Cette fois-ci, il se mêlait encore à cet état si inhabituel, mon propre Kikjnapar étrique, ou, comme aurait dit Tefavagri, ma pitié pour cet être terrestre tricérébral, d'autant plus grande qu'il souffrait à cause de moi. En même temps, je savais très bien qu'il aurait suffi de quelques mots non seulement pour le tranquilliser, mais pour lui faire comprendre que si le furoncle ne s'était pas formé sur ma jambe gauche, cela prouvait encore davantage la vérité et la justesse de la science qu'il adorait. Moralement, j'avais tous les droits de lui dire la vérité sur moi, car par ses mérites il était devenu Kalmenouyor, c'est-à-dire un des êtres tricérébraux de cette planète avec lesquels il ne nous est pas interdit d'en haut d'être tout à fait sincère. Mais il m'était impossible de le faire à ce moment-là, en présence de Dervish Hadji Boga Eddin, qui, lui, était encore un être tricérébral ordinaire de là-bas. Or, il avait été depuis longtemps interdit d'en haut, sous serment, aux membres de notre tribu, de communiquer la moindre vraie connaissance à ces êtres, en aucun cas. Cette interdiction avait été faite, me semble-t-il, sur l'initiative du très saint Ashiata Sheyimash, et elle nous avait été faite pour cette raison, que seul est indispensable aux êtres tricérébraux de ta planète le savoir de l'être. Toute information, serait-elle vraie, ne donne en général aux êtres que des connaissances mentales, et ces connaissances mentales ne leur servent, comme je te l'ai déjà dit, qu'à restreindre leur possibilité d'acquérir le savoir de l'être. Et comme ce savoir de l'être est resté pour tes malheureux favoris l'unique moyen de se libérer définitivement des conséquences des propriétés de l'organe kundabufère, cette interdiction au sujet des êtres de la planète Terre avait été imposée sous serment aux membres de notre tribu. Voilà pourquoi, mon enfant, en présence du derviche Hadji Boga Eddin, je ne me décidais pas à expliquer sur le champ à ce digne sage terrestre, Hadji Asvastrouf, la vraie raison de son insuccès. Mais comme les deux derviches continuaient à attendre ma réponse, il me fallait bien leur dire
quelque chose. Aussi, m'adressant à Hadji Asvastrouv, lui dis-je simplement ceci. Vénérable Hadji Asvastrouv, si vous consentez à ce que je ne vous réponde pas tout de suite, je jure, sur la cause de mon avènement, de vous donner un peu plus tard une explication qui vous satisfera pleinement. Vous vous convaincrez alors non seulement que votre science bien-aimée est la plus vraie de toutes les sciences, mais encore qu'après saint Tchoun-Kiltès et saint Tchoun-Tropel, vous êtes le plus grand des savants de la terre. À ma réponse, le vénérable derviche Asvastrouv se contenta de poser sa main droite sur la région où, chez les êtres terrestres, se trouve le cœur. Dans ce pays, un tel geste signifiait « je crois et j'espère sans le moindre doute ». Après quoi, il se tourna, comme si de rien n'était, vers le derviche Bogaeddin et se remit à parler de la science Chat-Chaï-Mernis. De mon côté, pour dissiper toute gêne, j'indiquai de la main une niche de la caverne où pendaient de nombreuses bandes de soie de couleur et lui demandai « Très estimé Hadji, que font toutes ces étoffes là-bas dans la niche ?» À ma question, il répondit que ces bandes de couleur servaient elles aussi à ses expériences sur les vibrations. J'ai tiré au clair depuis peu, précisa-t-il, quelles étaient les couleurs dont les vibrations avaient une action nuisible sur les êtres et les animaux, et jusqu'à quel point. Si vous le désirez, je vous montrerai également cette expérience qui est des plus intéressantes. Il se leva et passa encore une fois dans la salle voisine, d'où il ramena, aidé cette fois-ci par un jeune garçon, 3 êtres quadrupèdes que l'on nomme là-bas chiens, moutons et chèvres, ainsi que plusieurs appareils de forme étrange, ressemblant à des bracelets. Il passa l'un de ces bracelets au bras du derviche Bogaeddin et l'autre à son propre bras. En même temps, il se tourna vers moi et dit « À vous, je n'en mettrai pas. J'ai pour cela d'excellentes raisons. » Il passa ensuite au cou de la chèvre, du mouton et du chien ces étranges appareils et, désignant leur vibromètre, nous pria de nous rappeler ou d'inscrire tous les chiffres qu'indiqueraient les aiguilles chez ces êtres d'aspect si divers. Nous regardâmes les chiffres indiqués par les 5 vibromètres et les inscrivîmes sur des blocs-notes que nous avait donnés le jeune garçon. Puis, le derviche Asvastrouv revint s'asseoir sur le feutre et nous dit « Toute forme de vie a un total de vibrations propre à elle seule. C'est l'ensemble des vibrations émises par tous les organes déterminés de cette forme de vie. Dans chaque forme de vie, ce total varie suivant les moments et dépend de l'intensité avec laquelle les sources correspondantes ou organes transforment ces vibrations d'origine diverses. Or, dans les limites d'une vie entière, toutes ces vibrations hétérogènes et d'origine diverse se fondent toujours dans ce qu'on appelle l'accord subjectif de vibration de cette vie. Prenez-nous tous deux comme exemple, moi et mon ami Bogaeddin. Regardez. » Et, me montrant les chiffres qu'indiquaient les vibromètres placés sur son bras, il reprit. « J'ai un total de tant et tant de vibrations. Mon ami Bogaeddin en a tant et tant de plus. C'est parce qu'il est bien plus jeune que moi, et que certains de ses organes fonctionnent beaucoup plus intensément que les miens, produisant en lui des vibrations correspondantes beaucoup plus intenses. Regardez à présent les chiffres des vibromètres du chien, du mouton et de la chèvre. Chez le chien, le total est 3 fois plus élevé que chez le mouton, et 1 fois et demie plus élevé que chez la chèvre, tandis que le total de son accord général de vibration est à peine moins élevé que le mien et que celui de mon ami. Mais je dois dire que, surtout dans les époques récentes, nombreux sont les hommes dans la présence générale desquels le total de l'accord subjectif de vibration est inférieur à celui qu'accuse la présence de ce chien. Cela tient à ce que, chez la plupart d'entre eux, l'une des fonctions, celle de l'émotion, qui produit le plus grand nombre de vibrations subjectives, est déjà presque complètement atrophiée, de sorte que le total de leurs vibrations se révèle inférieur à celui du chien. Ayant dit, le vénérable Hadji Asvastrouv se leva de nouveau et se dirigea vers l'endroit où pendaient les étoffes de couleur. Il se mit alors à dérouler l'une après l'autre ces bandes de soie de Boukhara. Prenant une pièce d'étoffe d'une couleur déterminée, il en recouvrait au moyen d'un dispositif spécial de poulies, non seulement les murs et la voûte, mais le sol entier de la grotte, si bien que tout le local était à chaque fois comme drapé de la même étoffe de couleur, et chaque fois, le total de vibration de toutes ces formes de vie se trouvait modifié. Après cette expérience, ce grand savant terrestre, contemporain, nous pria de le suivre et nous quittâmes cette salle pour regagner le couloir principal avant de nous engager
dans un petit couloir latéral. Derrière nous trottaient la chèvre, le mouton et le chien, avec leurs colliers improvisés. Nous marchâmes assez longtemps pour arriver enfin dans la salle principale de cette demeure souterraine. Le vénérable derviche Hadji Asvatrouv se dirigea vers une niche de la grande salle et, désignant de la main une masse d'étoffe de couleur étrange, il dit « Cette étoffe est tissée spécialement avec les fibres de la plante Tchaldantrand et a gardé sa couleur naturelle. Cette plante, Tchaldantrand, est l'une des rares formations sur Terre dont la couleur ne possède pas la propriété de modifier les vibrations des sources voisines et qui, d'autre part, est elle-même tout à fait insensible à toutes les autres vibrations. C'est pourquoi, pour entreprendre des expériences sur les vibrations émises par d'autres sources que les couleurs, j'ai spécialement commandé cette étoffe, dont j'ai fait une sorte de tente, conçue de manière à pouvoir à volonté occuper tout cet espace ou être déplacé en tous sens et prendre n'importe quelle forme. C'est avec cette tente originale que je poursuis actuellement des expériences que j'appellerais architecturales. Elles me révèlent quelle sorte de locaux exercent une action néfaste sur les hommes et les animaux, et dans quelle mesure. Ces expériences architecturales m'ont déjà pleinement convaincu que les dimensions et la forme générale de l'intérieur d'un local ne sont pas seules à exercer sur les hommes et sur les animaux une énorme influence, mais que les courbures, saillies, empoignures, en fractuosité des parois, etc., contribuent toujours, elles aussi, par les modifications qu'elles apportent aux vibrations produites dans l'atmosphère du local, à améliorer ou appauvrir les vibrations subjectives des hommes et des animaux présents. Il se mit alors à réaliser devant nous, avec cette grande tente, différentes expériences au cours desquelles je remarquai entre autres que les vibrations ambiantes, se modifiant sous l'effet de divers facteurs environnants, avaient, sur la présence générale des êtres tricérébraux qui te plaisent, une action beaucoup plus forte que sur les êtres unicérébraux et bicérébraux, ce qui de toute évidence est également dû aux anormales conditions intérieures et extérieures de leur existence éthrique ordinaire. Après ces démonstrations architecturales, il nous conduisit dans une autre petite salle, où il réalisa de nombreuses expériences qui nous firent clairement voir et comprendre quelles vibrations issues de causes diverses agissent sur les accords subjectifs de vibration de tes favoris et de quelle manière. Elles nous montrèrent encore les résultats que donnaient les vibrations issues des radiations d'êtres tricérébraux de types divers ou d'êtres bicérébraux et unicérébraux, ainsi que les vibrations de leur voix et celles de nombreuses autres sources. Il nous présenta, entre autres, en les commentant, plusieurs expériences mettant en évidence l'action funeste qu'exerce sur les êtres contemporains de là-bas la production abondante et soi-disant volontaire de ce qu'ils appellent leurs œuvres d'art. Parmi ces dernières, il y avait des tableaux, des statues et bien entendu leurs fameuses compositions musicales. Mais de toutes les expériences présentées par ce sage, il ressortit en définitive que les vibrations les plus nuisibles pour les êtres tricérébraux contemporains de là-bas étaient celles que provoquent en eux ce qu'on appelle les médicaments. Je restai 4 jours dans le domaine souterrain de cet authentique savant terrestre, après quoi je retournai avec le derviche Bogaeddin dans la ville de Boukhara, d'où nous étions venus. Et c'est ainsi que se termina ma première rencontre avec cet être remarquable. Pendant ces 4 jours, il nous montra et nous exposa beaucoup d'autres choses au sujet des lois des vibrations. Mais ce qui pour moi présenta le plus d'intérêt, ce fut l'explication qu'il donna, en dernier lieu, de l'existence en cette demeure souterraine, perdue dans cette région sauvage, loin de tout groupement d'êtres terrestres contemporains, de la lumière électrique et du gaz. Pendant son récit, cet être terrestre tricérébral si sympathique, en nous faisant part de certains détails, ne put se dominer. De ses yeux coulèrent soudain des larmes sincères qui me touchèrent alors à tel point que jamais je n'ai pu l'oublier. Certaines données que mit en lumière ce récit pourront constituer, en vue de ton existence future, un excellent matériel de confrontation et t'aider à comprendre les résultats de ce qu'on appelle un destin subjectif, résultats qui se produisent en général dans notre mégalocosmos, partout où apparaissent et existent ensemble une multitude d'individus relativement indépendants. Il arrive souvent dans ces collectivités que le destin, pour certains individus, se montre absolument injuste dans le processus de leur existence personnelle, mais que de ce fait même tous les autres êtres existants, avec eux,
bénéficie d'une ample récolte de justes fruits, dans le sens objectif du mot. Aussi t'en parlerai-je avec le plus de détails possible. Je tâcherai même de te répéter son récit aussi textuellement que je le pourrai, sans en rien changer. C'était au moment de quitter ce domaine souterrain où je m'étais convaincu que les résultats des acquisitions de la raison des ancêtres des êtres tricérébraux actuels n'avaient pas entièrement disparu. Certes, les êtres des générations qui se sont succédés sur cette étrange planète ayant cessé, du fait de leur existence anormale, de transmuer consciemment en eux les vérités cosmiques découvertes par leurs ancêtres, ces vérités n'ont pas progressé là-bas comme elles le font partout. Cependant, elles se sont concentrées automatiquement dans cet étrange empire souterrain de ta planète, en attendant d'être développées et perfectionnées par les êtres tricérébraux à venir. Ainsi donc, lorsque je questionnai le vénérable Hadji Al-Sabtrouz sur les méthodes qui avaient permis de réaliser cet éclairage au gaz et à l'électricité dans son empire souterrain, il me raconta ceci. Ces deux sortes d'éclairage ont des origines entièrement différentes, et chacune d'elles a son histoire propre. L'éclairage au gaz existe ici depuis notre arrivée. Il y fut installé sur mon initiative et sur celle de mon vieil ami, le derviche Kerbalaï Assis Noiran. Quant à l'éclairage électrique, il n'existe que depuis très peu de temps, et l'initiative en revient à un autre de mes amis, un Européen très jeune encore. Il sera préférable, à mon avis, que je vous raconte séparément chacune de ces histoires. Commençons par l'éclairage au gaz. À l'époque où nous sommes arrivés ici, il y avait dans les environs un lieu saint nommé la Grotte Sainte, où affluaient les pèlerins et les dévots de tout le Turkestan. Et la croyance populaire voulait qu'un certain Kryliav ait vécu autrefois dans cette grotte, d'où il aurait été ravi et élevé au ciel de son vivant. Elle disait encore, cette légende, qu'il avait été ravi de manière si inattendue qu'il n'avait même pas eu le temps d'éteindre le feu qui éclairait sa grotte. Et cette croyance était d'autant plus forte que dans la grotte brûlait effectivement un feu perpétuel. Or, ami de mon ami, ni moi ni le derviche Kerbalaï Assis Noiran ne pouvions ajouter foi à cette croyance populaire, et nous résolûmes de rechercher les vraies causes de ce fait insolite. Possédant en ce temps-là des ressources matérielles suffisantes et disposant des conditions indispensables à l'étude de ce phénomène sans que personne puisse nous gêner, nous nous mîmes à en rechercher l'origine. Il se trouva que, non loin de cette grotte, sous le sol, coulait une rivière qui traversait une couche de terrain composée de minéraux dont l'action combinée provoquait au contact de l'eau un dégagement de gaz inflammable, lequel avait par hasard trouvé une issue dans une fissure du sol de la grotte. Ce gaz, en s'enflammant accidentellement, avait été de toute évidence l'origine de ce feu perpétuel. Après avoir éclairci ce mystère et découvert que la source de cette rivière se trouvait non loin de notre demeure souterraine, nous résolûmes, mon ami et moi, de dériver artificiellement ce gaz vers la caverne. Et depuis lors, il passe par des canalisations de terre cuite de notre construction dans la salle principale de la caverne, d'où il est distribué au moyen de bambous, selon les besoins de l'endroit. Quant à l'apparition de la lumière électrique dans notre grotte, voici son histoire. Un jour, peu après notre installation, je vis arriver, venant de la part d'un vieux derviche de mes amis, un voyageur européen très jeune encore, qui désirait me connaître pour parler avec moi de ces lois des vibrations auxquelles je m'intéressais. Je ne tardai pas à me lier d'amitié avec lui, d'abord parce qu'il était très sérieux dans sa recherche de la vérité, et ensuite parce qu'il se montrait doux, bon et sensible aux faiblesses de chacun, sans exception. Il étudiait les lois des vibrations en général, mais ses travaux portaient avant tout sur les vibrations qui engendrent chez les hommes les diverses maladies. Ces études l'amenèrent, entre autres, à découvrir l'origine de la maladie existant chez les hommes sous le nom de cancer, ainsi que le moyen de détruire en eux cette apparition funeste. Il constata, puis démontra pratiquement, qu'il existe pour tout homme, moyennant un certain genre de vie et une certaine préparation, une possibilité d'élaborer consciemment en lui-même des vibrations susceptibles, à condition d'en saturer le malade d'une certaine manière et à des moments déterminés, de détruire à jamais cette terrible maladie. Après nous être quittés,
Nous restâmes longtemps sans nous revoir, mais nous nous donnions toujours des nouvelles l'un de l'autre. J'appris ainsi que mon jeune ami, peu après m'avoir quitté, s'était marié dans son pays, et pendant les années qui suivirent, avait vécu avec sa femme une vie toute d'amour familial et de soutien moral réciproque, comme on dit chez nous en Asie. J'étais surtout intéressé par les nouvelles relatives aux résultats qu'il avait obtenus dans la recherche d'un traitement capable de détruire chez les hommes les causes mêmes des vibrations qui cristallisent les facteurs d'apparition de cette maladie, ces causes étant en rapport étroit avec celles dont l'étude faisait l'intérêt principal de ma vie. Je savais déjà qu'il n'avait pas encore trouvé de traitement à la portée de tous, mais je reçus, pendant cette période, plusieurs rapports dignes de foi, m'apprenant qu'il avait découvert, pour soigner les personnes atteintes de cette maladie, un moyen encore impraticable pour les autres, mais avec lequel il obtenait chaque fois une destruction radicale de cet abominable fléau de l'humanité. Des informations indubitables me parvinrent sur les heureux résultats qu'il avait atteints dans plusieurs dizaines de cas. Par la suite, il se trouva, pour des raisons qui ne dépendaient ni de lui ni de moi, que pendant quelques 10 ans je fus coupé de toute nouvelle de ce jeune Européen. J'avais déjà presque complètement oublié son existence lorsque, un jour, tandis que j'étais tout entier absorbé dans mes occupations, j'entendis quelqu'un user de notre signal secret. Quand je répondis et demandai qui était là, je reconnus tout de suite sa voix. Il me pria de lui ouvrir le chemin de notre demeure souterraine. Inutile de dire que nous étions tous deux très heureux de nous retrouver et de reprendre nos échanges de vues sur notre chère science des lois des vibrations. Lorsque l'émotion de notre première rencontre se fut calmée et que nous eûmes déballé tous les objets apportés à notre chameau par mon jeune ami, parmi lesquels se trouvait le fameux appareil européen de Röntgen, une cinquantaine d'éléments Bunsen, plusieurs accumulateurs et plusieurs ballots de fils électriques de matériaux divers, nous nous mîmes à parler tranquillement. Il raconta sa vie et voici ce que j'appris avec une grande tristesse. Quelques années auparavant, lorsque, conformément aux lois du monde, les conditions environnantes et les circonstances devinrent telles que sur presque toute la terre les hommes perdirent toute sécurité du lendemain et tout espoir d'un domicile fixe, il remarqua soudain, chez sa femme bien-aimée, les symptômes de l'affreuse maladie dont le traitement était devenu l'un des principaux buts de son existence. Et il en fut épouvanté, parce que les conditions environnantes ne lui laissaient pas la moindre possibilité, pour détruire cette terrible maladie, d'appliquer le traitement qu'il avait découvert et qu'il était pour l'instant le seul à pouvoir réaliser. Lorsqu'il eut plus ou moins repris son calme, après cette effrayante constatation, il s'arrêta à l'unique décision possible, attendre patiemment des temps plus favorables, et jusque-là s'efforcer de créer pour sa femme des conditions de vie dans lesquelles le processus de cette redoutable maladie se déroulerait aussi lentement que possible. Un peu plus de 2 ans passèrent. Pendant ce temps, les conditions environnantes s'améliorèrent, et il devint alors possible à mon jeune ami de se préparer à utiliser enfin le moyen unique qu'il connaissait pour guérir ce mal. Mais tandis qu'il travaillait à se mettre en état d'appliquer ce traitement, un bien triste jour, comme il traversait une rue d'une grande ville européenne dans la cohue d'une manifestation, il tomba sous une automobile, et s'il ne fut pas tué net, il fut très grièvement blessé. Par suite de ces blessures, il demeura plusieurs mois sans connaissance. D'autre part, dans l'impossibilité où il se trouvait de donner une direction consciente et volontaire à la vie ordinaire de sa femme, celle-ci vit sa maladie s'aggraver très rapidement, d'autant plus que depuis l'accident, elle l'avait soignée sans se ménager, dans un perpétuel état d'anxiété. Et lorsque mon pauvre jeune ami reprit finalement conscience, il s'aperçut bien vite avec terreur que le processus de la maladie de sa femme en était déjà au dernier stade. Que faire? Que devenir? Les suites de ses blessures le privaient encore de toute possibilité de se préparer, en élaborant en lui la quantité voulue de vibrations, à mettre en œuvre le traitement qu'il avait découvert en vue de détruire ce fléau. Ne voyant aucune autre issue, il résolut alors de recourir au traitement employé par les représentants de la médecine européenne actuelle et qui permet, selon eux, de venir à bout de cette maladie. Autrement dit, il décida de recourir à ce qu'on appelle les rayons X. Et les séances de rayons X commencèrent. Au cours du traitement, il remarqua que si la principale concentration ou centre de gravité de la maladie dans le corps de sa femme semblait en voie de s'atrophier, en revanche une concentration similaire était apparue sur une autre partie du corps,
Au bout de plusieurs mois de séances régulières, comme on dit en Europe, une nouvelle concentration indépendante se déclara sur une troisième partie du corps. Pour finir, le moment vint où il fallut reconnaître que les jours de la malade étaient comptés. En face de ce malheur, mon jeune ami décida de renoncer à toutes les manigances de la médecine européenne contemporaine et, sans tenir compte de son propre état, il entreprit d'élaborer en lui les vibrations requises et d'en saturer le corps de la malade. Bien qu'il soit parvenu, malgré des difficultés presque insurmontables, à prolonger de près de 2 ans l'existence de sa femme, elle finit par mourir de cette terrible maladie humaine. Il faut ajouter que pendant la dernière période de la maladie, après qu'il eut cessé de recourir aux sophistications de la médecine contemporaine, on vit apparaître dans le corps de sa femme 2 nouvelles concentrations indépendantes. Lorsque mon jeune ami eut retrouvé un peu de calme, après cette fin atroce, il se remit à consacrer une partie de son temps à ses recherches sur les grandes lois du monde, s'attachant plus particulièrement à découvrir pourquoi avaient surgi dans le corps de sa femme, au cours du traitement du cancer par les rayons X, les concentrations indépendantes qu'il avait constatées, concentrations qui ne se développent habituellement pas et qu'il n'avait jamais rencontrées pendant ses longues années d'observation. Comme il s'avérait compliqué, pour ne pas dire pratiquement impossible, d'élucider dans les conditions où il se trouvait cette question qui l'intéressait, il résolut de venir chez moi pour tenter avec mon aide de la résoudre expérimentalement. Et c'est pourquoi il avait apporté avec lui tout le matériel nécessaire à des recherches expérimentales. Dès le lendemain, je mis à sa disposition l'une des salles de notre domaine souterrain, ainsi que plusieurs chèvres salmoumours et tout ce dont il pouvait avoir besoin pour ses expériences. Entre autres préparatifs, il mit en marche l'appareil Röntgen à l'aide des éléments Bunsen. Et 3 jours ne s'étaient pas écoulés depuis son arrivée qu'il avait déjà découvert ce qui fut à l'origine de l'éclairage électrique permanent de notre caverne. Cela commença ainsi. Pendant que nous faisions certaines expériences au moyen de mes vibromètres et que nous calculions les vibrations du courant électrique qui produisait les rayons X dans l'appareil Röntgen, nous remarquâmes immédiatement que le nombre de vibrations du courant électrique produit par les éléments Bunsen augmentait ou diminuait tout le temps. Et comme il était de la plus haute importance pour nos expériences de nous assurer d'un nombre déterminé de vibrations pour telle durée du passage du courant, il nous devint clair que cette sorte de courant électrique ne conviendrait aucunement à nos recherches. Cette constatation découragea et déprima beaucoup mon jeune ami. Il abandonna aussitôt les expériences commencées et se mit à réfléchir. Les 2 jours qui suivirent, il ne cessa d'y penser, il y pensait même en mangeant. À la fin du 3e jour, nous nous dirigions vers la salle où nous prenions nos repas, lorsque, passant sur un petit pont construit au-dessus du cours d'eau dans la partie principale de notre caverne, il s'arrêta tout à coup et, se frappant le front, s'écria tout excité. « Eureka! J'ai trouvé !» Le résultat de son exclamation fut que le lendemain, aidé de plusieurs Tadjiks qu'il avait engagés, il s'employait à transporter, de différentes mines abandonnées du voisinage, des blocs de minerais de toutes sortes, choisis parmi les plus gros qu'ils purent déplacer. Il les fit disposer selon un certain ordre dans le lit de notre cours d'eau souterrain. Une fois ce travail achevé, il installa 2 pôles qu'il relia par un procédé des plus simples, en se servant de la rivière elle-même aux accumulateurs qu'il avait quelque peu modifiés. Aussitôt un courant électrique d'un certain ampérage passa dans ces accumulateurs, et lorsque au bout de 24 heures nous branchâmes nos vibromètres sur le courant électrique ainsi déterminé, nous constatâmes que tout en ayant un ampérage insuffisant, le nombre de vibrations qu'il donnait restait absolument invariable pendant tout le temps de son passage à travers les fibromètres. Pour augmenter la force du courant électrique obtenu de cette manière originale, il fabriqua des condensateurs de matériaux divers, des peaux de chèvre, une certaine sorte de terre glaise, de la résine de sapin, produisant ainsi un courant électrique correspondant à l'ampérage et au voltage de la machine Röntgen qu'il avait apportée. Grâce à cette source originale de courant électrique, nous nous convainquîmes de ceci. Bien que le recours à cette invention européenne pour le traitement de l'affreuse maladie dont nous avons parlé entraîne l'atrophie des centres de gravité du mal dans tout le corps de l'homme, il facilite grandement les métastases dans certaines glandes et favorise la propagation et le développement de la maladie en de nouveaux foyers. Ainsi donc, ami de mon ami, une fois satisfait de cet éclaircissement, mon jeune ami cessa de s'intéresser à la question qui l'avait tant absorbé pendant toute cette période. Il retourna chez lui
en Europe, nous laissant pour notre usage personnel la source de lumière qu'il avait créée et qui ne demandait ni attention ni matériel étranger. Depuis lors, nous avons peu à peu installé des lampes électriques partout où nous en avions besoin. Bien que cette source originale ne soit pas en état d'élaborer suffisamment d'énergie pour toutes les lampes que nous avons dans nos grottes, comme nous ne gaspillons pas cette énergie et ne l'employons que dans la mesure où elle nous est nécessaire, elle va peu à peu remplir les accumulateurs et parfois même en si grande quantité que nous avons installé des appareils afin d'en utiliser le surplus pour nos divers besoins domestiques. À cet endroit du récit de Belzébuth, tous les passagers du vaisseau transsystémaire Karnak sentirent un goût à la fois doux et amer envahir les zones intérieures de leur bouche. Cela signifiait que le vaisseau Karnak approchait d'une planète sur laquelle il allait faire une halte imprévue au départ. Cette planète était la planète d'Escaldino. Belzébuth interrompit son récit et regagna sa Kesha, ou cabine, ainsi qu'Aoun et Hassim pour se préparer à descendre sur la planète d'Escaldino. Remarque: si quelques personnes s'intéressent par hasard aux idées exposées dans ce chapitre, s'y intéressent sérieusement et non pas à la légère comme le font en général les hommes contemporains, et que cette personne dispose de données psychiques, morales, physiques et matérielles dont la quantité soit satisfaisante selon ma compréhension, je lui conseille avec insistance de mettre en œuvre toutes ses forces en vue de réunir avant toute chose les conditions nécessaires pour mériter de devenir un élève de tout droit de mon laboratoire universel, laboratoire que j'ai l'intention d'ouvrir après avoir terminé mes ouvrages et dont la création sera liée à la dernière phase de mon intense activité pour le bien de l'humanité tout entière.